plaisir de vous rencontrer ce soir. Écoutez, ça me rappelle les souvenirs d'anciens profs de l'Université Laval. J'ai quand même enseigné pendant 20-25 ans. Mais ce soir, je me jure le décalage chronologique entre la réalité de jeunes septuagénaires et les yeux brillants qui sont les vôtres. Alors, je vais essayer de ne pas être trop soporifique, mais de vous amener dans des avenues ou dans des contextes avec lesquels vous n'êtes pas nécessairement familiers, mais qui peuvent se révéler particulièrement parlants. Ma conférence va vous proposer un contenu qui est assorti d'une relecture pouvant paraître quelque peu décoiffante des 30 premières années du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Donc, grosso modo, les années 1933 à 1963, au gré de la contribution que j'appellerais fondatrice d'un certain nombre d'acteurs essentiels, dont les noms maintenant nous sont pratiquement inconnus, mais dont l'influence aura été déterminante et aura marqué notre environnement muséal et culturel. Et c'est souvent un devoir des chercheurs, qu'ils soient en ethnologie, en histoire de l'art, en sciences sociales, etc., de procéder à une forme de relecture ou de nouveau regard sur ce qui les a précédés ou ce qui est en quelque sorte en dormance, dont personne ne parle, mais qui pourtant peut se révéler très intéressant. Je vais vous donner quelques noms dont je vais parler ce soir. Il y en a dont vous avez peut-être déjà entendu. Athanase David, qu'on connaît parmi les grands prix du Québec. Charles-Joseph Simard. Normalement, ça vous dit absolument rien. Pierre-Georges Roy, peut-être un peu. Paul Rainville, Gérard Morissette, etc. Il n'est pas ce soir, mais je sais à René Bouchard de l'invitation qu'il m'a faite. Quand il m'a parlé de cette rencontre de ce soir, c'était sous l'angle des collections fondatrices des musées. Sur le coup, je me suis dit, wow, je connais tout ça, j'ai joué là-dedans, j'ai déjà écrit là-dessus, on va recoller certains trucs, ça va être facile. Erreur. Plus j'ai creusé le dossier, parce qu'il est fallu que recreuser le dossier, plus je me suis retrouvé dans une situation où le sujet qui m'avait été proposé s'avérait un révélateur. Un révélateur de choses que je n'aurais jamais soupçonnées. Et comment? À cause du type de regard que j'ai été amené à poser sur le sujet que je voulais aborder, donc ces 30 premières années de ce qu'on appelle à l'époque le musée de la province de Québec, qui est aujourd'hui le Musée national des Beaux-Arts du Québec. Mon regard est tantôt celui d'un historien, celui d'un historien, un petit touche de sociologie, un petit touche d'ethnologie, puis ultimement, soudainement, on se retrouve devant une réalité qui était absolument insoupçonnée. Et on se rend compte que les œuvres d'art, dans un musée, dans une collection nationale, peuvent se révéler le miroir, littéralement le miroir, d'une société. Partir d'une entité, d'une œuvre ou d'un groupe d'œuvres, et soudainement, vous comprenez une réalité beaucoup plus large. Et ça pose la question des... On finit par rentrer dans le sujet. Ça pose la question du poids des perceptions et des images reçues. Et ma conférence, d'une certaine manière, se veut comme une invitation à lire entre les lignes de l'histoire, à relire les documents ou les sources que vous croyez connaître, que vous croyez avoir déjà parcouru. C'est même des catalogues que vous avez peut-être dans votre bibliothèque. Il y a parfois des choses qui sont là en dormance et qu'au départ, vous ne soupçonnez pas. Tout dépend du type de regard. Et alors là, il faut aligner les indices, rassembler les indices, par-delà certains automatismes disciplinaires ou par-delà les corridors disciplinaires. Alors, les trucs ce soir, je vais pouvoir vous dire, je n'aurais pas pu vous les dire si j'étais resté dans les corridors disciplinaires qui ont été les miens au départ, surtout l'histoire de l'art. Mais il y a deux choses qui ressortent très certainement. C'est le rôle central, positif ou négatif, déterminant des individus. On n'a parfois tendance à parler les structures, les institutions. Non.
Derrière ça, il y a des individus. Il y a toujours des individus. Vous savez où nous sommes ce soir-là? Mais derrière ça, il y a eu des individus. Et l'autre aspect, c'est la dimension des contextes. Contexte socio-culturel, économique, idéologique, politique. Ah, moi je vous parle du point de vue d'un historien d'art qui a travaillé dans le musée. Je peux vous dire que le volet politique, idéologique, économique, socio-culturel, il a toujours été présent. Et il l'est encore aujourd'hui. Et vouloir faire comme si ça n'existait pas, et si notre réalité échappait à tout ça, grave erreur, grave erreur. Alors ça, c'est tout le danger qui est associé au poids historiographique des périodes qui sont soit étudiées, soit négligées. Les années 20, les années 30, c'est comme un entre-deux. Pas vraiment important, pas vraiment s'y intéresser. C'est une période un peu indéfinie, etc. Erreur. Erreur. Il y en a des clés absolument essentielles. Et on est tendance à parler parce qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé avant nous. Donc on est paresseux. On prend l'historiographie, on prend les synthèses, puis on colle la soie, puis on prend un livre sur cette période-là. Oh, ça ne doit pas être important, on n'en parle pas trop tôt. C'est pas parce que dans l'histoire, il y a un silence que ce silence n'est pas parlable. N'oubliez jamais ça. Et parfois, vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a relativement peu de traces qui nous sont parvenues de telle chose. Pas parce qu'il n'y a rien eu, parce que les traces n'ont pas été tellement bonnes. Il faut arriver à les faire parler. Et là-dessus, je salue beaucoup de travail qui a été fait par quelqu'un comme Fernand Henry de l'INRS, qui a travaillé beaucoup ces dernières années sur les années 20, et notamment surtout le travail de Dr. Athanas Derville à l'époque du gouvernement Tachereau. Le gouvernement Tachereau, en général, les gens en parlent. Bon, Duplessis a dit telle affaire sur le gouvernement Tachereau, c'est classé, c'est puiné, on n'en parle plus. Il y a justement des personnalités extraordinaires à découvrir. Il y en a une personnalité à laquelle je me suis intéressé beaucoup ces dernières années. C'est un dénommé Paul Rainville. Je vais vous en parler tantôt. Ça vous dit quelque chose, Paul Rainville? Non. Hein? Un petit peu? Vous allez voir. Moyen personnage. OK? Il y a eu presque rien écrit dessus. Moi, j'ai écrit une petite bricole pour l'Association du musée canadien il y a X années parce qu'il avait été le deuxième président de l'Association des musées canadiens pour avoir quelque chose sur Rainville. Je me souviens, hein? Et aujourd'hui, si je veux connaître Paul Rainville, je vais aller fouiller dans les archives institutionnelles du musée. Parce que depuis ce temps-là, les choses ont été ramassées, ont été corrigées, ont été inventariées. Puis, on a la chance, dans cette famille-là, notamment le fils de Paul Rainville, son fils Pierre, qui est mort il y a quelques années, qui lui s'y est intéressé aussi beaucoup. Ils ont tout gardé. Ils ont tout gardé. Et moi-même, ce soir, je demande votre absolution. Parce que le jeune septuagénaire que je suis, ayant déjà un certain nombre de livres en chantier, j'en avais 3, je vais en garder 2, et je décide de faire le sacrifice du livre que je voulais faire sur Paul Rainville. J'avais l'équivalent de 2 tiroirs de classeurs pleins, OK? 2 fois ça, plein, mettons, tout. Est-ce que je vais passer 380 000 là-dessus? Il y a tel autre projet qui attend portillon. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai refilé ça au professeur Yves Bergeron à Montréal, à l'UQAM. Le livre, tu vas trouver l'étudiant et l'étudiante qui va éventuellement travailler là-dessus et qui va faire un livre sur Rainville. Mais pour que ça devienne incontournable, je vais éventuellement faire un texte sur la période où il a œuvré au musée, pour qu'à partir de là, on ne puisse pas dire, bon, c'est peut-être pas nécessaire. Vous allez voir à la fin de la soirée, dans 1h02, que combien c'est absolument nécessaire de travailler sur ce fameux Rainville. Alors, ce que je vais vous livrer ce soir, c'est, je dois en toute justice vous dire, c'est la version enrichie, bonifiée, corrigée de quelque chose que j'ai présenté il y a quelques mois. Un texte, c'est jamais vraiment fini. Comme disait le peintre Gustave Moreau, auquel j'ai consacré la guerre, mon mémoire de maîtrise, on croit que c'est fini, mais ça ne fait que commencer. Alors, en histoire, en histoire en ethno, en muséologie, c'est la même chose. Donc, on commence.
Ça s'intitule « À la redécouverte de notre patrimoine à travers la genèse des collections initiales du Musée de la province de Québec, 1933-1963 ». Si vous trouvez ça trop drôle, pas ennuyant en cours de route, j'ai une question, normalement on fait ça à la fin, mais moi ça me dérange absolument pas. Ce texte, il y a un extrait, une petite citation de Sacha Guitry. Quand on interroge le passé, il répond « Présent ». Il faut l'interroger. Alors, le MNBAQ, le Musée national des beaux-arts du Québec, ça a été le premier musée national de l'histoire culturelle de notre collectivité. J'ai voulu mieux cerner son ADN et pour ce faire, il a fallu que j'apprécie les contextes changeants qui ont défini les modalités de développement des collections de cette institution et qui ont influencé l'évolution de ses pratiques. Mais pour y arriver, vous posez de bonnes questions. Et il faut éviter les anachronismes. Vos profs vous ont sûrement déjà parlé d'anachronisme. Oui, on a tendance à approcher le présent sur le passé. C'est épouvantable. Il faut vraiment se mettre dans une réalité haute et éviter cette contamination du passé par le présent ou du présent pour le passé. Dans le cas du Musée national des beaux-arts du Québec, il faut remonter jusqu'à l'ouverture officielle de l'institution en 1933, et même avant, jusqu'en 1920. Parce que quelque chose qui sort de terre en 1933, généralement, ça a brassé un peu en amont. Et faire cela, cet exercice-là, c'est une sorte de parcours à risque qui nous oblige à aller au-delà des raccourcis faciles, des images reçues, etc. Je vous donne un exemple. Bon. Les collections du Musée national des beaux-arts, aujourd'hui, ce sont des collections d'art. Art du Québec, essentiellement. Et ça n'a pas toujours été comme ça. À une certaine époque, c'était le Musée national, il n'y en avait rien que. Puis il y avait aussi des collections de sciences naturelles, puis il y avait des collections de nature ethnographique, des éléments de culture matérielle, etc. Et là, il faut se rappeler, 1984, quand on crée le Musée de la civilisation, il y a une bonne partie des collections de ce qui était le Musée du Québec, comme il était mis à s'appeler, qui ont été prises et qui ont été transférées au Musée de la civilisation. 51 000 objets. Et c'est du stock, ça. OK? Ça modifie l'ADN d'une institution. Mais si vous voulez bien comprendre une institution, on prend ce qu'elle a été et son parcours, même si on a eu comme des additions. Il y a même des smart aujourd'hui qui viennent nous dire « Ouais, le musée, c'était beaucoup, il y a une amérindienne, oui, depuis 1984, on a confié ce volet-là à une autre institution. On ne va pas aujourd'hui reprocher au Musée national des beaux-arts de ne plus être ce qu'il a déjà été et de ne plus assumer ce qu'il a déjà assumé. Ça peut paraître évident, mais alors, il y a des tentations de révisionner ce contenu. Ben, on vous dit, ouais, c'est musée, l'art des femmes. Ah non, mais pas tant que ça, etc. Oui, jusqu'aux années 40, etc. Il n'y en avait pas. Elles n'étaient pas présentes sur le marché, etc. Allons-nous leur reprocher aujourd'hui de ne pas s'intéresser davantage à l'art des femmes? Mais si vous regardez, on va le voir tantôt, le rôle d'un gars comme Paul Rainville, ben, c'était un des premiers à organiser des expositions sur l'art des femmes, déjà dans les années 1940, et de façon complètement visionnaire. Ah, tiens donc. Donc, prudence par rapport à certaines distorsions. Mise en situation. Le Musée national des beaux-arts du Québec aujourd'hui, ben, c'est le 4e musée d'art en importance au Canada, et le 2e au Québec. C'est une composante, c'est un ensemble de différents bâtiments. C'est assez fascinant parce que l'ensemble, parce que c'est tout ça le musée, et éventuellement ça va être ça aussi. L'ensemble est dans un parc qui est dans une ville, c'est des entités différentes, mais en même temps c'est un musée. Et le pavillon initial, c'était lui ici, là. Il n'y avait pas ça à l'origine, c'était lui ici. Celui-ci, vous savez comment il l'appelait? C'est le musée. Le musée de travail.
Parce que Tentard, ça avait été construit sous Tachereau, puis en plus, il n'était pas dans l'axe de la Grande Allée. On appelait le musée de travail. Et lui-même, qui était un grand collectionneur amateur d'art, il y avait des collections dans des œuvres précieuses dans sa collection, ben, il jouait le populisme, puis il n'a jamais mis les pieds au musée. Et ça colore aussi en même temps nos réalités. Les composantes de ce musée, ben, compliqué, pavillon d'origine 1933. Après ça, le gouvernement va finir par consentir au musée un agrandissement. On va ajouter des composantes ici. Et on va greffer au musée l'ancienne prison de Québec, qui est un édifice plus ancien, 1861-1865. En fait, le gouvernement va se débarrasser. OK. Alors, ils ont envoyé ça dans le jardin du musée, c'est le cas de dire, avec un édifice qui se prêtait évidemment pas beaucoup à une exploitation muséale. En fait, le seul pavillon qui a été construit pour une finalité beaux-arts, c'est le pavillon Pierre-Lassonde qui a eu le jour en 2016 et qui, lui, est un musée d'art à part entière, dans sa conception même. C'est une édition qui a connu un assez, des turbulences bien sûr, mais qui a connu un assez bon développement. Ça coïncidait avec mon mandat. Et de 1993 à 2008, les collections sont passées de 20 000 à 34 000 œuvres et objets d'art. Puis moi, à l'époque, j'ai innové aussi comme directeur général, je dois le dire, parce que depuis les années 60, c'est une institution qui malmenait beaucoup ses directeurs. Les directeurs, en moyenne, ça faisait 3 ans, 4 ans, 5 ans direction du musée, puis après ça, il est parti. Dans mon cas, je suis resté 15 ans, puis il y en a quelques-uns qui sont partis. Cela dit, après l'agrandissement de 88-91, qui a marqué l'ajout de l'ancienne prison de Québec, l'institution, quand même, cherchait toujours à trouver ses marques. C'était difficile. Sur le plan des orientations, sur le plan du financement. C'était une institution qui était fragile, qui était inquiète et qui était sous-financée, notamment était comme marginalisée, et notamment en raison du succès populaire, bien légitime, du musée de la civilisation. Pour tout dire, quand le musée de la civilisation ouvert, ils ont mangé tout rond, le musée du Québec. Ils l'ont mangé tout rond, au national comme à l'international. Pour mémoire, c'était un musée avec une direction forte, il y avait un fort effet de nouveauté, il y avait une vision très claire, il y avait l'équipe triée sur le volet, il y avait des budgets considérables, il y avait des grandes surfaces, il y avait des équipements de pointe. Et ce musée-là, je le dis très franchement, parce que moi je prends la tête de la lampe de bois, son ancien directeur, son premier directeur, Valentin Pin, a littéralement rêvé d'avaler le musée du Québec. Il a rêvé à ça pendant 5 ans. Il a cessé de rêver à ça après le succès de Rodin à Québec en 1998. C'est avéré l'exposition d'art la plus fréquentée dans le monde cette année-là, avec au-delà d'un demi-million de visiteurs. Après ça, ça s'est arrêté. Voilà, on savait que ça ne pourrait pas se réaliser. Mais en corollaire à ça, je n'hésite pas à le dire aussi, Roland avait des ambitions et il véhiculait une perception assez négative du Musée du Québec, une perception assez univoque, qui véhiculait dans les conférences publiques comme celle-ci, ou qui véhiculait dans les corridors du ministère de la Culture. Et c'était fondé sur une perception suivant laquelle son musée avait tout inventé en matière de créativité, d'accessibilité, d'animation, de programmes éducatifs et de diffusion. Là, vous dites pour que je un petit peu. Vous allez voir tantôt qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40, les années 50. Puis vous me direz si, de facto, avant le musée de la civilisation, il y avait des choses extraordinaires, il n'y avait pas déjà eu autre chose. Mais ça, c'est une problématique de mémoire. Et quand vous avez une institution comme le musée était à l'époque, le musée du Québec, ben, il cherchait, il ne trouvait pas sa place. Il y avait une lecture qui était plutôt élitiste, et en même temps, il s'était fait flouer sur le plan des budgets. Je le dis très clairement. Au musée du Québec, quand je suis arrivé là, le seul budget des activités éducatives au musée de la civilisation, c'était davantage le budget des acquisitions, des expositions et de l'éducation
au musée du Québec. Entendez bien? Ça veut dire un écart entre un musée qui a un budget d'autour de 10 millions, celui qui m'était tombé dans les pattes, et un autre musée qui avait un budget qui tournait autour de 18 quelques millions. Mais ça ne fallait pas le dire que le ministère n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça que je leur montre les chiffres. Mais, il faut dire que ça va bien, il faut dire aussi que la boîte a été longtemps plutôt résignée. On laissait venir des coups, on pliait les chaînes, etc. Savez-vous pourquoi? En bonne partie parce que c'était une institution qui avait pas de mémoire, qui avait perdu la mémoire, qui ne savait pas d'où elle venait et où elle allait partir. Et dans les organisations, ça vaut pour les universités, ça vaut pour les musées, etc., il faut savoir d'où l'on vient, il faut savoir qu'est-ce qui s'est fait de bien avant soi, si on veut aller plus loin. Sinon, on adopte une lecture timorée et on se replie, on plie les chaînes et on va nulle part. Dans le cas du musée, il était essentiel à un moment donné d'avoir des traces d'avancée. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai essayé de poser beaucoup de gestes de rattrapage. Quand je dis moi, c'est avec mon équipe, j'ai eu des équipes formidables. Avoir des traces pour savoir, d'où ce boîte-là, c'est parti d'où, c'était qui les figures? Au-delà du flou, le flou a vraiment fait erreur. Et ça donnait lieu à un livre qui a fini par sortir au moment où je quittais le musée en 2008. Le Musée national des beaux-arts du Québec, 1933-2008. Un beau pavé, documenté, chronologie, etc. Et les noms, ouais. Et là, soudainement, les gens pouvaient s'approprier une institution qui avait eu ses heures de gloire, par-delà les périodes de difficulté qu'elle avait forcément connues. Les traces. Hein, c'est Virginia Woolf qui disait, je pense, là, les choses ne commencent à exister qu'à partir du moment où on les écrit. Alors, écrivons, documentons, à vos souhaits. Il faut dire que mon propre regard à moi, je ne vous cache pas non plus, il est coloré par ma formation, par mon parcours, on l'avait évoqué tout à l'heure, et par mon refus naturel de la langue de bois. Moi, j'ai un fatigant. Ce que j'ai à dire, je le dis, puis quand il ne faut pas se contenter de le dire, je l'écris. Dans le cas du musée, c'est une institution qui a connu, lui là, c'est une institution qui a connu une série de phases bien différentes. Okay? Autant moi-même, j'ai eu des années de sauvetage, de redressement, après ça de consolidation d'informations, après ça de rayonnement et de projet d'avenir. Dans le cas du musée, il y a eu une évolution à l'ANSI. Il y a des bouts, c'est vraiment épouvantable, des bouts qui disent, wow, c'était vraiment quelque chose. Puis, il se trouve que ce musée-là, il y a eu 3 noms. De 1933 à 1963, c'était le musée de la province de Québec. Il y en avait un. Après ça, c'était le musée du Québec. OK? De 1963 à 2002. Et depuis 2002, le musée national des beaux-arts du Québec. Là, je vais vous parler, je viens de commencer, j'osais vous le dire, la première période, la première tranche, la plus méconnue. OK? Parce qu'il y a eu des personnages tout à fait exceptionnels qu'on a injustement oubliés et qui ont fait plus souvent que leur tour la différence. Pour faire une histoire. Un des premiers à avoir pensé à un projet de musée national, c'est le peintre Joseph Légaré. Hein? Le premier peintre paysagiste, celui-là même qui a ouvert en 1833 la première galerie de peinture au Canada. Ça s'est fait à Québec, ça, sur la rue Saint-Angèle, pas très loin d'ici. Plus tard, projet dans l'air en 1853. Mais c'est en 1908 que les fêtes du 300e anniversaire de Québec, avantageux des fêtes, il y a un legs très important qui découle de ça. Vous savez, c'est le parc des Champs d'Honneur. Lord Grey, Georges Garneau, etc. ont aménage les plaines d'Abraham de 1910 à 1940. C'est un legs extraordinaire, d'après les plans de Drake Todd. Mais il y a un autre projet qui est dans l'air, qui est celui d'implanter un musée national quelque part sur les plaines. Pourquoi? Pour montrer, je cite, comment l'histoire du Canada s'était développée à partir de celle de Québec. Tantôt on va dire,
c'est pour ériger un musée national bâti sur les données modernes, en sorte que nos trésors ne soient pas à la merci d'une conflagration toujours menaçante. Et cette vision d'un futur musée, ça tient beaucoup à la détermination d'Athanase David, qui était le ministre responsable du secrétariat de la province de Québec dans le gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau, grosso modo dans les années 20. Quand on dit le secrétaire de la province de Québec, c'est un peu comme l'ancêtre du ministère de la Culture et des Communications aujourd'hui. OK? Et si vous parlez du sous-secrétaire, c'était comme ce qu'on dit aujourd'hui son sous-ministre. C'est à Athanase David que l'on voit l'idée d'avoir mis d'avant la réalisation de musée. Mais si vous voulez bien comprendre David et son cheminement, les principaux acteurs qu'on va voir, on va prendre ça plus globalement. Je résume ça rapidement. En 1920, David fait voter une loi pour la création des archives de la province de Québec, ce qui est aujourd'hui les archives nationales du Québec. 1920. OK. Après ça, il va faire voter en 1922 une loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique, qui va mener à la création de la Commission des monuments historiques, 1922. Et pour s'occuper de ça, il va nommer l'archiviste Pierre-Georges Roy, il va le nommer comme secrétaire de la nouvelle Commission des monuments historiques. Puis comme c'est une commission qui n'a pas beaucoup de pouvoir, hormis un pouvoir de diffusion, qu'est-ce qu'il va faire, notre Pierre-Georges Roy? Eh bien, il va se mettre avec la commission à publier des livres importants qui sont des livres fondateurs. 1923, 2 tomes, un inventaire illustré de nos monuments commémoratifs. 1925, un livre sur les vieilles églises de la province de Québec. 1927, un livre sur les vieux manoirs, vieilles maisons. Tout ça, c'est publié par le gouvernement. Et en 1928, un livre de prestige sur l'île d'Orléans, illustré de reproductions de d'art dont plusieurs ampleurs, qui nous donne un portrait idéalisé du Québec, puis des traditions, puis des beautés, des grandeurs de la vie rurale. Et 1922, pour l'oublier, loi concernant les musées de la province, qui allait pavé la voie à la construction à Québec d'un musée, je cite, pour servir l'étude de l'histoire, des sciences et des beaux-arts, à compter de 1927, dans une enclave en territoire fédéral. Là, vous avez le musée aujourd'hui, là. Une enclave en territoire fédéral. C'était une drôle de décision, c'était un peu hybride. Moi, je parlais toujours de belles portées. Pas belles portées, mais pas du chinois. Un étage d'archives, un étage de collection de sciences naturelles, puis un étage pour les collections d'art. Les collections d'art, il n'y a pas grand-chose dans les collections. Alors, David, il a décidé de bâtir cette collection-là quand? Dès 1920, il va mettre sur pied un comité qui va être chargé de sélectionner les œuvres, comité d'experts. Okay? Puis, ils vont faire 10 achats dans cette année-là, donc des pièces tout à fait majeures. Comme des jeunes après-midi d'avril de Suzanne Côté, et un des chefs-d'œuvre des collections du musée. Cela dit, cette politique-là de comité d'acquisition ne sera pas reconduite au-delà de 1920. Et à partir de là, ça va être plutôt des choix plus discrétionnaires, souvent plus conservateurs, à l'enseigne du nationalisme et des traditions rurales. Et ça va se faire à l'intérieur du cabinet du ministre David. Et là-dedans, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important et qui s'appelle Charles-Joseph Simard. Je l'ai mentionné tantôt. Quand je suis arrivé au musée, Charles-Joseph Simard, pour moi, c'était un monsieur qui n'a pas l'air très très grand. Il avait une casquette sur la tête, une casquette de pêche. Il n'était pas habillé très chic. La mine un peu rambleuse, c'était à peu près tout. On savait que ça avait été lui le premier directeur du musée. Plus tard, j'ai découvert une photographie, qui était la photographie d'où était tiré cet extrait représentant David, qui était avec son beau-frère, qui était lui aussi sous-ministre des pêches, etc., et de la chasse, qui était avec Horatio Walker, le peintre, et ainsi de suite. En fait, c'était un extrait d'une rare photographie de Simard,
en costume de pêcheur. OK? Ce Simard-là, il a fait des trucs absolument remarquables. Donc, plusieurs trucs que vous connaissez. C'est lui qui a fait rentrer dans les collections du musée dans les années 20 beaucoup d'œuvres de Suzor Côté, Clarence Gagnon, Horatio Walker, William Brunner, Henri Julien. C'était lui-même un collectionneur. Il avait une cinquantaine de dessins d'Henri Julien au musée. On lui a donné le titre de directeur des Beaux-Arts en 1925. Et lui-même était très engagé dans les travaux de la Commission des monuments historiques. Tout le volet artistique, les belles reproductions, etc., du livre de Pierre Georges Roy sur l'île d'Orléans, c'était Simard. Et vous savez quel autre truc qu'il a fait? C'est lui qui a donné le contrat à Alfred Laliberté pour la fameuse série des 215 bronzes intitulés Métiers, couture et légendes d'autrefois. Et c'est lui qui a fait rentrer dans la collection du musée une œuvre aussi importante que l'autoportrait dans l'atelier de Théophile Hamel. Connaissez-vous Simard? Non. Considérez-vous qu'il y a une certaine importance? Okay. Ben, Simard, c'était un oncle, un amateur d'art reconnu. C'était un grand copain d'Horatio Walker. Il adorait comme lui la pêche sportive, le naturalisme. Walker lui-même était amateur d'animaux naturalisés. Il s'intéressait à l'aménagement des jardins zoologiques. En 1933, on va même être nommé membre à vie de la nouvelle Société zoologique de Québec qui avait été fondée en 1932. Walker, c'était un grand copain de Simard. Donc Simard, il y avait absolument tout pour être le parfait premier conservateur du musée de la province de Québec. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de formation comme celle que vous avez aujourd'hui. On y allait sur la tête de l'emploi, sur l'expérience des individus. Alors lui, c'était un amateur d'art, connaissait le marché, connaissait tout ça, il y avait une familiarité avec tout le volet nature, faune, etc. Et ça a été la façon de trouver Athanase David pour remercier Simard de le nommer le conservateur du musée de la province de Québec, qui était alors en construction. Mais il avait une santé fragile, alors il a été nommé en novembre 1930 et il a décédé un an plus tard, sans avoir pu assister à l'inauguration du nouveau musée. À la place, on a nommé Pierre-Georges Roy. Rappelez-vous, Pierre-Georges Roy, il était dans le sous-sol, il était au premier étage, là, dans le pâté chinois, là, le premier étage, les archives. Alors, on dit, M. Roy, vous allez devenir le directeur de tout ça, le conservateur de tout ça. Comme il ne connaissait rien en matière de naturalisme, il ne connaissait rien en œuvre d'art beaucoup. Bon, on dit, on va vous trouver un adjoint. Paul Rainville. N'oubliez pas ce nom. Paul Rainville. OK, on est en pleine crise économique. Le musée, il finit de construire en 1932, mais il faut qu'attendre un an, parce qu'il n'y avait pas de maudite scène pour ouvrir même des portes. OK? Vous avez déjà regardé ce bâtiment-là? C'est beau. Oui. Beau bâtiment, prestigieux, etc. Vous avez déjà interrogé là-dessus? Oui. Oui. Ben, il y a matière, hein? Vous savez ce que c'est? C'est la dernière grande prestation collective de la société québécoise du grand courant commémoratif qui a marqué le Québec dans les années 1880-1930. Okay? Ça a commencé grosso modo avec le Parlement, l'Assemblée nationale. Et ça s'est complété avec le musée de la province, qui est en quelque sorte l'écho sur les plaines de ce qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée législative, comme on l'appelait. Et ça, ces années-là, 1880-1930, c'est un âge d'or mémoriel où on va souligner l'exemplarité de nos colonisateurs, missionnaires, explorateurs et héros. Puis, exactement ce qu'on a ici. Puis, vous allez retrouver là-dedans, bon, ici, il y a un chef amérindien, les armoiries de la province de Québec, il y a Champlain, d'un côté la mort de Montcalm, la mort de Wolfe, il y a Jacques Cartier quelque part ici, il y a la Vérandrie, l'explorateur de l'Ouest, etc. Mais il y a aussi une fenêtre qui est ouverte sur la richesse du territoire à travers ses activités économiques. Donc, tradition, modernité. Il est question d'agriculture, de pêcherie, d'industrie forestière, de chasse et de métiers traditionnels. Puis il y a plus que ça. Sur les portes ici, vous pouvez à peine entrevoir, là, il y a des représentations qui ont rapport avec la faune québécoise. Parce que, à l'étage médian, rappelez-vous, mon pâté chinois, c'était des collections de sciences naturelles qui étaient des collections
du ministère de l'Instruction publique qui avait été emboîté d'un bord et de l'autre, qu'il fallait les faire atterrir quelque part, tout comme les archives de la province. Et même pas plus. Donc, avec cet édifice-là, il avait réglé 3 problèmes. Alors, sur ces portes-là, vous avez la présentation d'un orignal, d'un castor, d'un ours, un renard, une loutre, des mammifères marins, une baleine, des épaulards, des bisons pittoresques de l'Ouest, les ours polaires, etc. Donc, au total, une espèce de dialogue histoire, nature et culture. Et l'architecture de l'édifice était là-dedans. C'est une architecture, évidemment, de style de Beaux-Arts, donc rattaché à ce qui se faisait à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Donc, très, très traditionnel, mais en même temps très moderne parce que c'est un bâtiment avec une ossature de béton, des systèmes mécaniques, électriques, etc., etc. On ne sait pas trop qui est-ce qui était à l'origine de tout ce programme-là. Parce qu'en plus de tout ce programme décoratif, vous avez ce qu'on appelle un programme épigraphique. Des petites plaques, sur chacune de ces petites plaques-là, il y a un nom d'une personnalité de l'histoire du Québec. Le jeune français, aisément anglais. Il y a 4 dates clés, je me souviens bien, il y a 1608, 1642, 1759, je ne sais plus quel autre. Donc des dates vraiment phares dans l'histoire du Canada. Même si on ne trouve pas de source, on se pose la question. Si on se pose la question, qu'on regarde les acteurs qui avaient à l'époque, c'est trop compliqué. Vous vous rendez compte que finalement, tout ça, ça a été conçu, ça a été élaboré par 2 acteurs principaux, Pierre-Georges Roy, l'archiviste de la province, qui était passionné par les types de commémoration, par l'histoire, par les représentations. Puis, il y avait en même temps la touche de notre ami Simon, qui s'intéressait beaucoup, évidemment, à la nature, à la chasse, à la pêche, ainsi, et à ça. Mélanger tout ça, passer ça sous l'égide de Tannant David, qui était le grand patron de tout ça, et il allait trouver aux réponses. Ça ne veut pas dire que le sculpteur Brunet n'a pas joué un rôle, que le ministre responsable des travaux publics n'a pas joué un rôle, mais très clair que c'était les principaux acteurs, ceux qui étaient le plus au fait des objectifs de David et dont on connaît très précisément les préoccupations. Et ça, cette dimension-là est intéressante parce que, c'est ça que j'ai parlé de l'enveloppe extérieure, ça trouve un écho à l'intérieur. J'ai parlé des portes avec l'évocation de la nature. Bien, ça, c'était l'étage comme des sciences naturelles. Les animaux employés, naturalisés, et ainsi de suite. Il y avait comme il y avait comme une interface. Mais c'était la même chose pour les autres étages. À l'étage des archives, qui était tout en bas, ici. Ben, c'est là qu'on trouvait les collections de documents, les journaux, les médailles, les monnaies, et ainsi de suite. Et la galerie des arts. Ben, c'était le même pattern. Qu'est-ce qu'on trouvait dans la Galerie des Arts? Entre autres, le tableau aussi important que Jacques Cartier rencontrant les Indiens de Stadaconé, de Sud-Côté, ou encore le grand tableau de l'Assemblée des 6 comtés à Saint-Charles-sur-Richelieu en 1837, de Charles Alexander. Ça, c'est des tableaux qui étaient passés par l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative. Parfois, d'aller en gens dont on ne voulait pas et on l'a filé au musée. Et comme Pierre-Georges Roy, qui était le directeur de l'institution, était dans le page, mais lui, évidemment, il était particulièrement très content de déployer, dès 1934, dans les salles du musée, toute la série des fameux bronzes de la liberté, des traditions, etc. Donc, derrière ça, vous voyez à la fois le poids de l'histoire, le poids des traditions, des métiers, et ainsi de suite. Une touche, jusqu'à maintenant, assez traditionnelle, mais avec des manifestations plus modernes, ça et là, dans le programme décoratif. Puis quand voilà, on fait son premier rapport comme conservateur du musée, ben là, il va dire, écoutez, nous autres, là, nos collections ici, on n'a pas des collections comme il y a en Europe, ou même à Montréal, etc. Notre objectif, c'est d'être canadien, je veux dire, c'est d'être québécois en termes de contenu. On laisse à l'autre le choix de tableaux très riches, très prestigieux, qui sont acquis en Europe. Nous autres, nos racines, c'est le territoire. On est ici, on veut faire un musée, entre guillemets, canadien. Le canadien, à l'époque, avait le sens de québécois aujourd'hui, hein, la vieille appellation du mot canadien, anciennement. Alors, cette dimension particulièrement provinciale ou québécoise, ça va surprendre les critiques montréalais qui va débarquer à Québec en 1941, qui s'appelait Robert Eyre. Ceux qui entreviennent du programme connaissent ce nom. Robert Eyre, c'est curieux comme musée, lui qui venait surtout de Montréal. Donc, le côté québécois, ça
ça le surprend. En même temps, il trouve l'édifice, il est beau. Bon, Dieu que c'est pas fonctionnel, cette affaire-là. Hein? Il manque déjà d'espace. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de salle destinée à accueillir des expositions temporaires. Ce qui entraîne des déménagements périodiques et, je cite une citation d'époque, l'empilage dangereux des collections dans un vestiaire ou une petite pièce fermée le temps d'une exposition temporaire. Et il note deux choses. Il note une forte présence dans les collections de ce qu'il appelle les Québec Old Masters, sur leur côté, Walker, Brenner, Collin, Gagnon, Coburn, Julien, Crégor, Jacobi, etc. Mais il note également dans son papier, qui est rédigé en anglais, a pretty good representation, assez bonne représentation de la relève, avec les tableaux de Robinson, Torrance Newton, A.Y. Jackson, Edmund Gate, Marc-André Fortin, Adrien Bell, Father Farley, Simon Newton, Stanley Bosco, Johnny Smith, Jean Palardy, André Villaire, etc. Et un certain pédale. Parce qu'un an plus tôt, en 1940, il y a eu une grande exposition au musée, Pélan qui revenait d'Europe, et on y a organisé une exposition. 161 œuvres. OK? Ils ont pris une des grandes salles de l'étage supérieur, plus 3 cabinets contigus, et une exposition absolument renversante, très, très moderne, très contemporaine, et sous l'égide de qui? De l'adjoint des Pères Bourgeois. Voilà. OK? C'était une révolution. C'était un tournant dans l'histoire de l'art au Québec. Donc, soudainement, on avait une manifestation de modernité très, très forte dans une institution qui, jusque-là, avait été largement dominée par la politique plus traditionnelle. C'est qui ce rêve-là? Que vous allez rire, hein? Au départ, c'était le beau-frère de la ministre, c'est son beau-frère. OK? Mais c'est un gars qui est très ouvert d'esprit, il a une grande diversité d'intérêts, beaucoup d'engagements, c'est un amateur d'art et de littérature, c'est un essayiste, qui a publié, c'est un critique musical aussi, et son principal métier, puis il était courtier d'assurance, puis c'est un sportif accompli. À un moment donné, il était frappé par la tuberculose. Puis, à un moment donné, il a fallu trouver une solution de repli, et c'est celle-là qu'on a trouvée. Et il y avait un peu le profil de l'emploi par rapport à sa compétence. Puis, à un moment donné, il va y avoir comme sous-ministre, Mme Jean Bouchézy, qui est sous-secrétaire de la province, qui lui avait une préoccupation pour la mission artistique du musée. Il privilégiait ça par rapport aux sciences naturelles. Alors, ça va faire en sorte qu'il va décider que les archives, c'est désormais un service distinct du musée, même si les archives restent là, un service distinct. Parce qu'il faut vous imaginer des trucs tels que c'était à l'époque. C'était pas des institutions indépendantes, c'était pas des sociétés d'État, un musée là. En tout. C'était un service du ministère. Alors, pour avoir quoi que ce soit, il fallait demander au ministère. Il voulait acquérir une œuvre, il voulait donner un crayon, n'importe quoi, il fallait passer par le ministère. Les archives, ça devient notre service. Pierre-Jean Roy, à sa retraite, on nomme Paul Rainville comme conservateur antique. À l'époque, on disait pas directeur du musée, on disait conservateur. OK? Et là, il va pouvoir concrétiser sa vision. Il va réviser le contenu et l'aménagement des salles consacrées à l'art du Québec. C'en est fini de la couleur rouge-vin, les murs rouge-vin, sur lesquels il a fallu accrocher les tableaux d'Alfred Pellat. Okay? Il va rafraîchir le musée de 41 à 52. Et il va présenter une soixantaine d'expositions. Je vais vous en mentionner quelques-unes quand même. Une soixantaine d'expositions. C'est une révolution par rapport à ce qui avait eu lieu jusque-là. C'est intéressant aussi bien à l'art québécois et canadien qu'à l'art international, à la faveur de réseaux avec des partenaires québécois, canadiens et étrangers. Là, on monte les années 1940, mes amis, là. Mais il est question de l'Association française d'action artistique. C'est de la forme. Il est question de la American Federation of Arts. Partenariat avec Québec. OK. Rainville va initier aussi un cycle d'exposition annuelle consacré au concours artistique de la province de Québec, qui va lui permettre d'acquérir des œuvres très contemporaines à faveur de ces concours. Globalement, Rainville, c'est un directeur inventif et polyvalent, c'est un homme d'idées, de projets de réalisation. C'est le partisan du décloisonnement des arts, d'une muséographie inventive, de la diffusion des connaissanses au gré de métier de corridor.
Il organise des visites d'études en sciences naturelles, des cours de dessin pour enfants, des expositions des travaux des étudiants de l'École des Beaux-Arts de Québec, des conférences publiques, des catalogues bilingues, des concerts de musique de chambre au musée, etc. Avez-vous déjà entendu parler de Paul Rainville? Ça n'a pas pire quand même, hein? C'est pas fini. C'est pas fini. C'est un excellent communicateur, il maîtrise parfaitement la langue anglaise. Ses rapports annuels sont sublimes, honnêtement, et vision généreuse, rêve d'agrandissement, d'agrandir, fusionner avec la prison, il a ajouté un étage au musée, il n'a pas arrêté là. Il est attaché au personnel du musée, il demandait des sous pour aider tel de ses employés qui avaient une situation difficile, et ainsi de suite. Et il y avait une détermination, celle de faire en sorte, et je cite, que le musée de la province puisse, et je cite, devenir pour le Québec ce qu'est devenu pour le Dominion, c'est-à-dire le Canada, la Galerie nationale. En toute tête. En toute tête, dans les années 40. Et de fait, Rainville va faire en sorte que le prestige et le rayonnement de l'institution va grandir partout au Québec, au pays et outre-frontières. C'est lui qui, en 1947, OK, c'est un bon moment avant certains développements qu'on va connaître dans les musées des années 80, a convaincu les autorités de l'American Association of Museums de tenir le congrès à Québec. C'est à la faveur de cette rencontre que l'Association des musées canadiens est mise sur pied au musée de la province de Québec le 29 mai de cette même année. Rainville est même élu premier vice-président de la nouvelle association et vice-président de la Northeast Museum Conference de l'American Association of Museums. Puis, en 1948, il va être le délégué de l'Association des musées canadiens et l'un des experts invités par l'UNESCO lors de la première conférence biennale du Conseil international des musées, l'ICOM, à Paris. 1948, mes amis. Pas pire, ça? C'est inconnu, ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Absolument inconnu. Et à compter de 1949, il va présider le comité national de l'ICOM, poste qu'il va occuper jusqu'à sa mort. Et Rainville est président de l'Association des musées canadiens de 1949 à 1951. Et à ce titre, il va rédiger un important rapport, demeuré inédit, sur le musée et l'éducation des adultes au Canada, en français et en anglais. 1951. Si tout ça, ce n'est pas de l'innovation, je ne sais pas ce que c'est. Et ça s'est passé au musée de la province de Québec. C'est aussi à Paul Rainville qu'on voit la grande exposition commémorative des œuvres de Clarence Gagnon en 1942, qui va être présentée par la suite à Montréal, Toronto et Ottawa. Des collections permanentes du musée, il va prendre l'initiative de les partager en les faisant circuler dans différentes villes du Québec, ainsi qu'à l'extérieur de la province. À partir de 1945, par les biais d'une exposition itinérante qui avait pour titre générique un siècle d'art canadien, A Century of Canadian Art. Il se révèle également un facilitateur en ce qui fait montre de souplesse quand il s'agit de trouver des solutions originales en matière de partenariat. Il apporte prête son concours à des expositions majeures comme le développement de la peinture au Canada en 1945 et les arts du Canada français en 1947. Et que dire du coup fumant? 1949, l'année de ma naissance. Le musée de la capitale est la seule institution canadienne à avoir le privilège d'accueillir en ses murs 31 chefs-d'œuvre de la peinture française depuis 1870, à savoir la collection du banquier new-yorkais Maurice Wertheim, des tableaux impressionnistes et post-impressionnistes majeurs. Et où sont-ils aujourd'hui, ces tableaux? Ils sont la fierté du Ford Museum de l'Université Harvard aux États-Unis. Tout ça à Québec. Tout ça au musée de la province de Québec. Et tout ça, ça repose sur une vision. Dans le cas de Rainville, il était conscient des lacunes de sa collection, du développement qu'il voulait lui apporter. Dans un de ses rapports annuels, il cite, je le cite, nous nous sommes toujours efforcés de donner au musée une représentation aussi variée que possible quant à la nature même des pièces et des sujets aux artistes qui les ont brossés, de façon à ce que notre institution soit vraiment représentative de l'expression artistique de notre chère province depuis les débuts jusqu'à nous. Je crois que lorsque nous aurons réussi à obtenir, chose très difficile, des pièces des artistes les plus anciens, comme le frère Luc Beaubourg, par exemple, notre collection sera à peu près complète. Nous nous efforçons également de faire en sorte que la nouvelle génération d'artistes qui cherchent
à s'exprimer par des moyens nouveaux et des orientations originales ne soient pas oubliées. Et cette ouverture d'esprit, on la voit dans les acquisitions. En 1947, par exemple, il acquiert le fameux autoportrait de Zachary Vincent, l'artiste huron de 1951, et en même temps, la même année, en 1947, un tableau intitulé Escalier de secours de la Montréalaise Marianne Day Scott, qui est une œuvre majeure des collections du musée. En fait, il s'intéresse à tout. Il s'intéresse aux recherches et publications de Gérard Morissette. C'est lui qui fait acquérir le beau dorsal du banc d'œuvre de l'ancienne église de Saint-Paul, de la chaire, pardon, de l'ancienne église de Saint-Paul. Il table sur son amitié avec Herbert Train pour faire entrer au musée pas moins de 159 dessins originaux. Des amis en comptent plein dans le milieu de l'art contemporain. Lui-même est commissaire d'exposition solo et de manifestations en 1804 ou 1846. C'est lui qui fait acquérir des œuvres significatives de peintres comme Paul-Émile Bordua, Jean Dallaire, Louis Moustot, René Richard, Godrich Robert, etc. Et tout au long de son mandat, il va également veiller à assurer aux femmes artistes en émergence la tâche légitime qui leur revient. Il n'y avait rien d'équivalent de ça au Canada à l'époque. Okay? Avant même la mémorable exposition intitulée Fémina en 1947, il va soumettre en lumière la modernité de Rita Norme, Simone Deschaux, Irène Lejeune, Claire Fauteux, Agnès Lefort, Mimi Parent, Simone Aubry-Beaulieu, Jeanne Réaume, Suzanne Boutet, par des acquisitions rares. Avouez que quand Rainville meurt le 15 mai 1952, on peut dire sans risque de se tromper qu'il a fait faire des pas de géant au musée de la province, malgré une conjoncture politico-économique longtemps défavorable, des obstacles de tout ça et des budgets annuels familiers. Il a fait entrer l'institution de la modernité un peu à la manière d'un Jean-Paul Lemieux, avec l'image qui nous livre de la vieille capitale. Et ça, c'était un des fameux tableaux de Pella qui ont été acquis par le musée en 1941. Donc, ça fait un peu moderne, hein, je dois avouer, par rapport à des choses qu'on avait vues jusque-là qui étaient plutôt conventionnelles. Ça, c'est la faute de Rainville. OK? Jean-Paul Lemieux. Ah! C'est amusant. Pourquoi ils nous mettent une image comme celle-là? Vous allez comprendre dans un instant. C'est un tableau qui est acquis par le musée en 1945. Et ça se passe en 1944. Procession de la fête Dieu. Donc, célébration religieuse traditionnelle. Hein, un portrait régionaliste, un long défilé qui part de la basilique à la Haute-Ville, qui descend jusqu'à Notre-Dame des Victoires. Un rituel un peu ancien, le cortège, les dignitaires sont là, les ecclésiastiques, les enfants de cœur, les religieuses et leurs jeunes protèges, les frères enseignants et leurs élèves, les confréries, les fidèles, y compris même les zouaves ponticaux. Peut-être pas je connais ça, les zouaves ponticaux, mais à l'époque, c'était bien célèbre. C'est eux qui étaient allés défendre le pape en Italie à une autre époque. OK? Ça fait un peu vieillot, mais c'est vieillot que c'est trompeur, hein? Parce que c'est une composition picturale qui ne respecte pas les règles de perspective, non plus de topographie des lieux. Lemieux il exploite une laine chère aux peintres sociaux-réalistes américains. C'est truffé de fausses naïvetés, de liberté, d'audace en matière de jeu d'échelle, de palette de couleurs, avec des petites touches humoristiques et irrévérencieuses. Oui, vous parlez non plus. Les petits gars ici, vous êtes en train de faire pipi sur un arbre. Puis, au premier plan, ici, à la dernière du peuple, il y a plein de choses qui sont assez drôlatiques. Et un des éléments les plus drôles de ça, c'est que Lemieux a représenté le chef des Zouaves, ici en costume bleu. Si vous regardez attentivement, vous allez reconnaître les traits de Paul Rainville, le commanditaire du tableau. Et pas très loin de là, je m'en ai José, c'est pas trop inquiétant. OK, pas très loin de là, il y a un personnage devant la taverne du peuple qui a la mine un peu sévère, comme dit l'autre musée, regardez de près. Il porte un feutre noir, un costume cravate, des lunettes et une moustache. C'est un autre ami de Jean-Paul Lemieux, comme lui, c'est un amateur de mobilier ancien, de traditionnel, un défenseur du Vieux-Québec et de son patrimoine. Et ce personnage a pour nom Gérard Morissette. Et c'est ce Gérard Morissette que Maurice Duplessis va désigner comme successeur de Paul Rainville à titre de conservateur du musée de la province en avril 1953. Un unioniste aux idées conservatrices,
Morissette va donc remplacer un libéral notoire dont le parcours muséal a été au départ complètement associé au gouvernement de Tachereau. Dans les politiques au début, vous en avez là une illustration. Entre-temps, c'est à Antoine Leroy, l'archiviste de la province de Québec, qu'on va faire appel à TLV pour assurer l'intérim à la direction du musée parce qu'on est en 52, il n'y a pas de directeur. Et on est à 2 semaines de l'inauguration d'une grande manifestation visant à souligner le centenaire de l'Université Laval. C'est un projet de longue haleine dont le comité organisateur est présidé par Antoine Roy et Gérard Morissette. Ça va s'appeler l'Exposition rétrospective de l'art au Canada français. Et ça va t'appeler non seulement sur les locaux, les ressources, les collections du musée et les archives, mais également sur le concours d'une bonne soixantaine de collectionneurs et prêteurs institutionnels québécois. Et Morissette va mettre beaucoup à contribution à la documentation des photographies de l'inventaire des œuvres d'art de la province de Québec. C'est un de ses principaux fleurons, d'ailleurs, Morissette. C'est un organisme qu'il dirige depuis que Duplessis l'a nommé à ce poste au cours de son premier mandat en 1937. Voyez-vous? Il y a les œuvres d'art, 1937, Morissette. Il a le musée Morissette. OK? Depuis ce temps-là, Morissette n'a pas cessé d'arpenter tout le territoire du Québec, de colliger des milliers d'informations sur l'architecture, la peinture, la sculpture, le mobilier, les arts décoratifs, etc. Et c'est donc sans surprise que l'inauguration, qui est inaugurée le 29 mai, va faire la part belle à l'art ancien. L'art contemporain, c'est pas la tâche de thé de Morissette, donc un aperçu très partiel. À l'époque, Morissette, qui est quand même pas mal connu, il a publié des livres, des articles, des conférences, il fait des causeries téléphoniques. Et à l'occasion de cette exposition dont je viens de vous parler, on va faire un catalogue qui témoigne encore des ambitions d'exposition de Morissette. Curieusement, ce catalogue est sorti des presses du Quebec Chronicle Telegraph. C'est des détails qui comptent, vous allez voir. Le 15 août, soit 6 semaines avant la fin de l'événement, qui, je vous rappelle, l'événement est inauguré le 29 mai. Et il y a un avant-propos qui est rédigé et mis en page par Morissette lui-même. Un avant-propos, pardon, qui est rédigé par Morissette en date du 15 juillet, soit 2 mois après la mort de Rainville. Et là-dedans, le directeur de l'inventaire des œuvres d'art y adresse des remerciements à, et je cite, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de cette exposition. Mais nulle part, il ne fait mention de la part spécifique de l'ancien directeur du musée, comme s'il n'avait joué aucun rôle dans la définition des contours de la manifestation. Nulle part. Cette exposition, c'est pas le musée comme tel, comme un maître d'œuvre, mais un comité multipartite, comme Paul Rainville, en néanmoins fait partie à compter du printemps de 1951. On a des traces de ses interventions pour bonifier la manifestation. Je passe le détail, mais c'est très, très bien nourri. Rainville a de facto donc pris une part active à la genèse du projet en évitant qu'il donne l'impression d'un bazar surchargé. Il fallait que les choses respirent, soient bien organisées, etc. Mais, je répète, Morissette va littéralement gommer son empreinte, son nom ne figurant même pas dans la courte liste des membres du comité organisateur à la page 2 du catalogue de l'exposition. Quand Morissette parle de l'institution, il dit le musée. Le musée. Rainville? Nowhere. Page 2. Exposition rétrospective de l'art Canada français, le comité, le président et les membres. Rainville? Disparaît. Conséquence? On se retrouve devant une omission qui fait que Rainville va du jour au lendemain tomber dans un total oubli à l'intérieur et à l'extérieur de l'ancienne institution pour laquelle il s'était pourtant dépensé, vous l'avez vu, sans compter pendant 20 ans. Et il faudra attendre une quarantaine d'années pour que ce regrettable trou de mémoire institutionnelle prenne fin et qu'on commence à lever le voile sur l'âge d'or des années Rainville. Ça n'a pas longtemps. Okay? Mais il sera, hélas, trop tard, ou trop tôt, pour que l'on ait la bonne idée de donner son nom, le nom de Rainville,
au pavillon d'origine du musée en reconnaissance de son rôle fondateur. En lieu et place, il y a des gens qui suggéreront en 1991 de donner le nom de Gérard Morissette à ce pavillon. Et ce n'est pas le volet le plus brillant de la carrière de Morissette. Je vous en donne un aperçu. Suite à son entrée en fonction comme conservateur du musée en 1953, Morissette, il tient à garder la direction de l'inventaire des œuvres d'art. D'autant plus que son équipe est logée dans le sous-sol du bâtiment. C'est un défenseur acharné de l'idéologie de conservation. Pour lui, ce n'était pas seulement important de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine de ses ancêtres, il voulait, et je cite, restaurer des croyances, un humanisme et une manière de vivre. Il en est payant de nous rappeler du même souffle les options esthétiques traditionnalistes de Morissette contre, et je cite, les extravagances de l'art contemporain que Morissette taxait de romantisme violent. Vous avez entendu parler de ça? Non. Déjà en 1935, un an après son retour d'un long voyage d'études en France, Morissette avait affiché ses couleurs aux côtés de Pierre Georges et de Maurice Barbeau dans un numéro spécial du Journal d'agriculture, où s'était fait un protagoniste de la sauvegarde des valeurs du terroir et où il faisait l'apologie des œuvres d'Horatio Walker et des valeurs d'autrefois. C'est légitime, mais tout le volet contemporain, on oublie ça carrément. Ses responsabilités de conservateur du musée de la province et de directeur de l'inventaire des œuvres d'art, Morissette va tenir à les concilier avec celle de secrétaire de la Commission des monuments historiques, où l'œuvre depuis 1951 dans le cadre d'un ambitieux programme de restauration du édifice religieux civil. Morissette serait un adepte des théories de l'architecte français Viollet-le-Duc. Le côté caractère ancien des bâtiments, c'est ce qui marquait le déterminant. C'est un homme de terrain, il assume dans l'école la surveillance par la direction de chantier. Il y a des bâtiments à Québec comme la Maison Chevalier ou à l'île d'Orléans comme l'église Saint-François, Louis de Lumière ou Jean Lebeau, où Morissette va s'investir. Il n'a pas son rôle. Mais de facto, ça a quoi comme conséquence en clair du musée de la province de Québec? C'est que Morissette s'est révélé, dans les faits, un conservateur de musée à temps partiel. Et qui plus est, il n'y a ni le dynamisme, ni les qualités d'administrateur de Provinville. Le rendement de son personnel, on le voit dans ses rapports, ça ne l'intéresse pas. Ses rapports annuels sont succincts, télégraphiques et sans souffle. Et pour paraphraser l'historien Jean Hamelin, je cite, il n'a qu'un véritable centre d'intérêt, ses chères collections d'art ancien. Il va donc s'employer à les développer, à les restaurer, parfois avec des résultats malheureux, parce que Morissette était convaincu que les sculptures polychromes, c'était bien lettre et que c'était pas acceptable. Alors, une sculpture polychrome, il la faisait décaper, il la faisait peindre en blanc, il la faisait dorer. Alors, il y a beaucoup d'œuvres de la collection du musée qui ont été littéralement, qui ont perdu une partie de leur âme à cause de ce type d'approche. Ça n'empêche pas qu'il fait des acquisitions importantes, que ce soit plusieurs œuvres de la collection Paul Point, plusieurs œuvres majeures, mais aussi des fragments de décors de provenance inconnue. Puis il a fait acquérir la fameuse collection d'orfèvrerie de Louis Clapier, 700 pièces d'orfèvrerie du 17e, 18e et 19e siècle. Mais en matière de programmation, d'exposition, Morissette, contrairement à Rainville, il ne se distingue pas. Lui, il est un récepteur d'exposition. Alors, il prend des expositions qui viennent d'ailleurs du réseau des musées canadiens. Il n'est pas un générateur. Il va recevoir une vingtaine d'expositions qui vont venir de la Galerie nationale du Canada. À l'évidence, le musée de la province ne joue plus un rôle moteur comme au temps de Rainville. Pour tout dire, c'est pas moi qui le dis, ça a été constaté par plusieurs, Morissette aura thésaurisé, rassemblé, accumulé, se révélant de plus en plus en décalage avec les attentes et les sensibilités des classes montantes de la société québécoise. Et son discours, il est demeuré le même que des années 30, à l'enseigne de la nostalgie. Il n'a pratiquement pas évolué. Je vous cite un texte qu'on trouve dans son livre « La peinture traditionnelle au Canada français », publié en 1960. 1960. La Nouvelle-France, province lointaine du royaume de France, a laissé une architecture infiniment agréable, une sculpture d'une extrême richesse et d'une diversité sans pareil, des meubles et des pièces d'art décoratifs d'une originalité et d'une audace toute provinciale. Enfin, une orfèvrerie magnifique dans sa simplicité,
Ces fortes traditions, nos artistes les ont maintenues en peinture, avec moins de brio que dans les autres arts, mais avec continuité, avec cette douce tyrannie de la chose bien faite. Si les grands noms sont rares, nombreuses sont les œuvres vraiment belles de cette beauté discrète qui ne publie pas. 1960. Avec le retour au pouvoir des libéraux, de Jean Lesage en 1960, l'univers de Morissette s'apprête toutefois à basculer. Le vénérable musée de la province de Québec, comme on l'appelait, ne va pas échapper à la révolution tranquille. Il y a un premier rapport interne qui est commandé par le... Ça, c'est des installations propres à Morissette, au musée. Un type de muséographie, ça me donne une idée. Alors, il y a un rapport qui est commandé par le ministère de l'Affaires culturelles à propos de la gestion de Morissette au musée. Vous pourriez dire, pour eux, il y a un travail, etc. Le jugement est tombé en juillet 1961, il est sévère. L'historien Fernand André l'a résumé en ces termes, et je cite. Le rendement y est très bas à cause de plusieurs facteurs, dont le peu d'autorité et d'initiative de la direction, l'absence de politique d'acquisition, les heures d'ouverture inadéquates et la faiblesse de la publicité. Le rapport recommande notamment un changement de personnel, le déménagement de la collection des sciences naturelles, un développement des activités éducatives et d'animation et une augmentation du budget total qui passerait alors de 190 000 à 227 000 $. À cette époque, le musée compte 30 employés. Vous voyez qu'on est loin de l'univers de Paul Raymond. Il va y avoir une seconde étude qui va être réalisée par le peintre Claude Piché, qui connaît bien l'institution. Il a travaillé dans les années 50 à titre de responsable des expositions avant d'œuvrer pour la Galerie nationale du Canada de 58 à 61 comme agent de liaison. Et c'est dans ce contexte qu'il a joué un rôle décisif aux côtés de Morissette pour la préparation de l'exposition du catalogue Les Arts au Canada français, The Arts in French Canada, Art Gallery en 59. C'est en faisant mes recherches, j'ai découvert que Piché s'était investi à ce point-là là-dedans. Déposé en 1962, le rapport confidentiel de Piché est accablant. Je cite, au niveau de la structure administrative, du personnel, du service des informations, de la présentation des collections et des expositions itinérantes, de l'aménagement des locaux, des services éducatifs, du matériel, le musée de la province de Québec présente actuellement des lacunes considérables et évidentes. Le conservateur actuel, Pardon Morissette, est essentiellement un homme de recherche. Il s'est battu, souvent avec courage, pour la conservation de nos trésors et a marqué de nombreux points grâce à son entêtement farouche de notaire, c'est un notaire Morissette, et à son langage et ses manières mesurées d'honnête homme du 18e siècle. Quant à l'aménagement, la présentation des collections du musée, c'est pour le conservateur actuel une chose secondaire. Il faut dire que sa vue a considérablement baissé depuis quelques années. Il le voit, ce musée, bel et bien comme une voûte où s'empileraient des trésors pendant des siècles, mais qui pourraient tout aussi bien demeurer fermés au public. Il considère ce musée un peu comme un pharaon envisageait son tombe. Et je n'ai pas pris vos extraits parce que c'est encore plus virulent en termes de jugement. Le cycle des réformes va commencer dès 1962, donc Morissette a carrément perdu la main. Il assiste impuissant à des transformations de toutes sortes. À la circonstance, il va se replier naturellement sur ses projets à l'inventaire des œuvres d'art, donc il va reprendre la direction après avoir conquis pendant quelques temps son fils Jean-Paul. Il y a une commission consultative qui est mise sur pied afin d'évaluer les collections du musée et d'établir une politique conséquente en matière d'acquisition. Suite à la nomination comme adjoint de Morissette le 22 mai, Piché va entreprendre de moderniser les salles de l'ancien étage des Beaux-Arts. La construction d'une annexe, on le voit ici, de 4 étages à l'est du bâtiment d'origine sera quant à elle complétée en janvier 1963 et permettra l'aménagement d'une bibliothèque, de bureaux et de 2 nouvelles salles d'exposition. Ce grand changement ne laissera pas indifférent la journaliste Paul-France Dufault du quotidien Le Soleil dans l'édition du 12 octobre 1963. Je cite, et ça converge avec tout ce que je viens de vous dire. En 8 mois, sur l'impulsion de Claude Piché, conservateur adjoint, le vieux musée a pris un tout autre visage, un visage à la mesure de notre temps. Chaque pièce, chaque œuvre d'art
sortant enfin de la masse, est devenu unique dans un cadre sous un éclairage étudié pour elle seule. Des réserves d'autres œuvres d'art ont vu le jour qui étaient insoupçonnées du grand public. Les symboles locaux de toutes ces transformations, on adopte une nouvelle dénomination en 1963. L'ancien musée de la province de Québec sera dorénavant connu sous le nom de Musée du Québec. Et à cette date, l'institution serait toujours le seul musée national que compte le Québec, mais ce ne sera plus vrai à partir de l'année suivante avec la création du musée de l'art contemporain de Montréal. Et les collections du musée comptent alors 2315 peintures et dessins, 821 sculptures, 1731 pièces d'art décoratif, 321 pièces d'artisanat et 21 photographies. Nous signalons au passage que quand le musée a organisé une exposition intitulée à la découverte du patrimoine avec Gérard Morissette en 1981, une exposition en âge, c'était un geste tout à fait légitime parce que Morissette a accompli de grandes choses. Mais comme directeur du musée, c'était un très piètre directeur du musée, qui a en quelque sorte freiné complètement son développement. Et si vous lisez le catalogue de l'exposition qui a été publiée à cette occasion, à la découverte du patrimoine, il y a un essai de Claude Thibault, un ancien employé du musée, et vous ne retrouverez pas un seul mot de ce que je vous ai dit sur la performance de Morissette dans ma prestation de ce soir. Et c'était des documents qui étaient connus à l'interne. Alors finalement, le conservatoire Morissette va tirer sa révérence en 1965. Pour faciliter les choses, on va le nommer conservateur honoraire. Alors comme disait Flaubert, il y a parfois des honneurs et des honors. Enfin, il va tirer sa révérence et il va être remplacé par un directeur. C'est fini le règne des conservateurs. Et à savoir l'artiste, le professeur critique d'art Guy Villot. Il au cours d'un bref mandat de 2 ans. Villot va faire mort des dynamistes sans pareil, présenter une manifestation à un vécu étourdissant et assurer une place très significative à l'art contemporain. Et en 1967, sa mémorable rétrospective consacrée à l'œuvre de Jean-Paul Riopelle, c'était la première au Québec. La première consacrée au plus fameux des artistes sur la scène internationale, va permettre au musée de faire de ses plus belles acquisitions, à savoir ce grand collage en forme de mural cintré, généreusement offert par l'artiste, suite à une demande de son ami qui prend mon bon temps de rêver. Mais il ira déjà bien loin du musée de la province, miroir d'une collectivité longtemps partagée entre le pouvoir des traditions et les chapelles de la modernité.